jouer un scénario d'horreur, ce n'est pas quelque chose d'aisé, parce que c'est au maître du jeu de faire l'ambiance. Et en plus, la peur est une émotion assez particulière, puisque on va la fuir dans la vie, en tout cas moi j'essaye de la fuir, hein, le stress, tout ça, et on va la rechercher dans le jeu, parce qu'elle a quelque chose de profondément humain. Quand on a peur, que notre corps se crispe, que le cœur s'accélère, que l'adrénaline monte, et que quand tout retombe, là on va rire, on va respirer et on se sent vivant. La peur, quand elle est vécue en sécurité, parce qu'on va voir que c'est important d'être en sécurité, est une libération émotionnelle. Et dans le jeu de rôle, elle a une force unique, c'est qu'on l'a co-créée grâce à l'imagination collective. C'est une peur qu'on va construire ensemble autour de la table. Alors, comment on l'a créée cette peur? Comment on la comprend? Et comment surtout on la maîtrise? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on ne joue pas avec la peur n'importe comment. L'horreur touche à l'intime, on ne sait jamais quelles émotions et souvenirs ça va réveiller chez les autres et aussi chez soi. Il faut y penser à soi aussi. C'est pour ça que la première étape avant tout du scénario d'horreur, c'est la sécurité émotionnelle. Les 3 outils essentiels sont la ligne rouge ou les lignes rouges, ce sont les interdits, ce sont les sujets qu'un joueur ne veut pas voir apparaître du tout. On les note et on les respecte. Les voiles, ce sont les sujets qu'on peut évoquer mais sans description concrète. On pose un voile narratif dessus. Et après, vous la connaissez, il y a la X-card qui permettent aux joueurs pendant la partie de zapper une partie de ce qu'on dit. Les outils ne sont pas une barrière à la créativité, ce sont des garde-fous. Ils permettent à tout le monde de descendre dans la peur, mais de le faire ensemble, en sécurité, sans risquer de blesser quelqu'un. Et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant que le cadre est posé, parlons de la mécanique de la peur en elle-même. Ashlow, conceptrice de jeu, a défini ce qu'elle appelle « the trajectory of fear ». Désolée pour mon anglais, il est horrible. C'est une courbe émotionnelle en 4 temps. Unease, le malaise. Dread, le pressentiment. Terror, la pure peur. Horror, la révélation. C'est un cycle, on le monte, on le relâche et on recommence. D'abord, on a unease, le malaise. C'est la première fissure dans la normalité. C'est ce détail qui ne va pas coller. Une maison qui est trop propre, une chaise qui est face au mur tout le temps, une forêt pleine de fruits mais personne n'y va. Rien d'horrible, juste étrange. Et là, le rôle qu'on va avoir, c'est de créer une dissonance douce. D'écrire avec précision, utiliser les 5 sens, laisser les joueurs imaginer quelque chose qui cloche sans jamais vraiment le dire en fait. La deuxième étape, c'est le dread, le pressentiment. Le dread, c'est quand la peur s'installe, quelque chose est là, on le sait, les joueurs savent pas quoi, mais ils le sentent. C'est la rumeur, les comportements bizarres, les bruits inexpliqués. À ce moment-là, il va falloir alterner entre la tension, le relâchement, laisser croire à une explication rationnelle, puis la détruire, faire une fausse peur bien placée, par exemple un chat qui fait un bruit, préparer le terrain. Le dread, c'est la peur du possible, elle s'insinue lentement et c'est elle qui rend le silence plus lourd. Puis arrive la terreur, la peur pure, là on est au sommet. Le danger est là, on sent, on devine, les personnages n'ont plus aucun doute. Quelque chose approche, c'est la respiration derrière la porte, le pas sur le parquet. La terreur, c'est l'anticipation du pire et c'est précisément parce que le danger n'est pas visible que cela fonctionne. Donc, il ne faut pas révéler du tout ce qui les attend à ce moment-là. Il faut laisser les joueurs dans l'incertitude, il faut ralentir le rythme, couper les phrases, faire du silence, laisser imaginer, mais ne rien dévoiler, tout en mettant la pression. La dernière, c'est l'horreur. Enfin, la libération. L'horreur, c'est la confrontation. C'est souvent la scène la plus spectaculaire, mais paradoxalement, la moins effrayante. Parce que le cerveau comprend enfin ce qui l'affronte. L'horreur est cathartique, elle clôt la boucle, mais une bonne histoire d'horreur ne s'arrête jamais à la confrontation. Elle laisse une trace, une image, un son, un doute,
et si tout pouvait recommencer. Maintenant qu'on a vu la trajectoire de la peur, comment monter nos joueurs dans un cycle de peur, les faire redescendre comme des montagnes russes, on monte et on redescend. Voyons les outils qui la structurent. Ce sont des fondations invisibles du scénario qu'on va faire. Déjà, on peut utiliser les outils comme l'interdit transgressé. Toute histoire d'horreur commence par une transgression. Quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais oui, on lui avait dit de ne pas lire ce texte interdit. C'est ce geste, souvent banal, qui rompt l'équilibre. Dans notre scénario, on pose toujours la question: qui a ouvert la porte? Pourquoi? Parce que la peur ne vient pas du monstre, mais du fait que quelqu'un a choisi d'enfreindre l'interdit. Si cette transgression n'a aucun sens narratif, elle sonnera creux. Il ne faut pas la faire parce qu'il faut bien que quelque chose démarre, mais on va en faire une faute, un besoin ou un accident, quelque chose vraiment d'humain. Le deuxième outil qu'on peut utiliser pour faire monter la peur, c'est l'espace clos. On le connaît, hein. Le décor, c'est le premier piège. L'espace clos, c'est ce qui va empêcher de fuir un manoir, un vaisseau spatial, une île, un village coupé du monde. Et dès que nos joueurs comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement partir, la tension va s'installer d'elle-même. Enfermement égale vulnérabilité. Si notre espace a sa propre personnalité en plus, comme si un peu il regardait nos joueurs, il devient un personnage à part entière et ça fait le job. Mais par contre, il faut éviter de couper tout échappatoire à nos joueurs. S'ils pensent qu'ils n'ont aucun contrôle, la peur se transforme en frustration et donc il faut toujours laisser l'illusion d'une sortie possible, même si elle se referme plus tard. Le troisième outil, c'est la menace invisible. L'invisible, c'est ton arme la plus efficace. Tant qu'on ne voit pas, on imagine. Et ce qu'on imagine est toujours bien pire que ce qu'on décrit. Il faut mieux décrire les effets sans jamais nommer la cause. Une porte entrouverte, une odeur, un reflet dans le verre. L'invisible permet de jouer avec l'esprit de nos joueurs. Ils savent que quelque chose approche, mais pas quand, où, ni où ou comment. Par contre, il faut savoir à des moments dévoiler des indices. L'invisible doit intriguer, mais pas frustrer encore une fois. Le quatrième outil que je vais te donner, c'est le fusil de Tchekhov. Le principe est simple. Si tu montres quelque chose, il doit servir à quelque chose. En gros, si un fusil accroché au mur, il doit servir avant la fin du jeu. En JDR, c'est pareil, tout élément que tu décris doit avoir une utilité. Ce détail peut devenir une arme, une faiblesse du monstre, un souvenir clé. Ce code rend ton scénario crédible, cohérent et offre des récompenses à l'attention des joueurs. Il ne faut pas surcharger notre décor de détails par contre, mais bien faire en sorte que ce qu'on va utiliser, ce PNJ, ces objets qu'on va décrire, soient utiles à l'histoire. Le cinquième outil, c'est le hareng rouge. Le hareng rouge, c'est la fausse piste. C'est ce qui va faire croire aux joueurs qu'ils ont compris, puis les détourne vers une autre vérité. C'est une technique précieuse pour relancer l'intrigue, ou créer un retournement. Tu peux utiliser ça à petite dose, par exemple avec un PNJ suspect, un indice involontaire trompeur, mais attention, si on en abuse, les joueurs cesseront de faire confiance à l'histoire, donc une seule voire 2 fausses pistes bien placées, ça suffit amplement. Le sixième outil, c'est les fausses peurs. Les fausses peurs sont des soupapes de tension, ce sont des petits moments où le cœur va s'emballer pour rien. Un bruit soudain, un chat qui passe, une ombre mal interprétée. Elles permettent de relâcher un peu la pression avant la prochaine montée. C'est ce qui donne à notre scénario un rythme vivant. Donc, utiliser les fausses peurs, ça permet de rendre crédible le danger, mais surtout, ne fais pas des fausses peurs quelque chose de rigolo, il faut que le danger reste crédible. Le septième outil, c'est l'ellipse. L'ellipse, c'est l'art de ne pas dire du tout. Alors mais là, pas du tout. On va laisser les joueurs combler le vide. Par exemple, ils s'endorment à leur auberge, tout ce qu'il y a de normal, et par contre, ils se réveillent dans une forêt sans savoir pourquoi.
Le cerveau déteste les trous et c'est dans ces trous que la peur s'installe. Mais ne fais pas trop d'ellipses ou sinon tes joueurs vont être complètement perdus. Il faut qu'il y ait un juste milieu comme tous les outils qu'on a vus. Le 8e outil, c'est le faux répit. Le faux répit, c'est la tromperie du calme. Tout semble fini, les personnages se détendent, rient, soignent leur plaie, puis quelque chose revient, un bruit, un frisson, une ombre, et la tension remonte d'un coup. C'est l'outil parfait pour terminer un scénario ou une séance, mais attention, le faux répit ne fonctionne qu'une fois par histoire, il faut le prévoir, le soigner et le faire compter dans notre histoire. Le 9e outil, c'est l'ironie du sort. L'horreur aime la justice cruelle. Le savant est puni par sa découverte, le profanateur meurt dans l'église qu'il a souillée. C'est une manière de clore le récit avec un sentiment d'ordre. L'univers reprend ce qu'il a été, ce qui en lui a volé. Il faut utiliser ça avec parcimonie, sinon nos scénarios deviennent prévisibles et surtout ça dépend du type d'horreur qu'on va faire jouer. Tous ces codes-là, ce sont une boîte à outils. Le secret, c'est de les utiliser comme des épices, un peu de mystère, un peu de tension, un soupçon de fausse piste et beaucoup de silence entre les deux. La peur, c'est avant tout du tempo. Si tout est tendu tout le temps, il n'y a plus de tension. Donc on va parler du rythme. Il y a deux types de rythme dans l'horreur. Le crescendo régulier, c'est-à-dire que c'est une montée continue, chaque scène fait grimper un peu plus la pression, parfait pour les récits de malédiction, d'enquête ou de possession. Par contre, on a aussi le crescendo irrégulier. On y fait d'à-coup, un calme, puis un choc brutal, un répit, puis on revient, idéal pour les slashers, les survivalistes. Les joueurs ne savent jamais quand ça va tomber. Le secret, c'est d'alterner entre différentes phases assez brutalement. L'horreur n'a pas une seule forme, et c'est ce qu'on vient de voir. Je viens de vous parler de slasher, de malédiction. Elle a des visages et des ambiances, des rythmes différents. Et on va voir du coup les sous-genres de l'horreur. D'abord, l'horreur gothique. C'est l'horreur de la beauté, de la malédiction. C'est des châteaux anciens, des amours impossibles, des créatures tourmentées. Ici, la peur se mêle à la mélancolie. L'exemple, c'est Dracula, il y en a plein d'autres. En gros, le thème, c'est la passion, la mort, le temps, la transgression. Il faut en faire une émotion esthétique. Le gothique doit être une tragédie, pas une carte postale très belle. Vous avez aussi l'horreur folk. C'est la peur du groupe, du rituel, de la foi dévoyée. Des villages fermés, des traditions incomprises, des chants qui cachent des cris. On a Midsommar, qui est un très bon film d'horreur si vous voulez aller le voir. Je vous le conseille. Il y a aussi The Wicker Man. Donc les thèmes, c'est la société contre l'individu, la perte d'identité. Ce qu'il faut éviter, c'est que du coup, c'est juger la communauté. Le folk horreur fonctionne quand on comprend leur logique, même si elle terrifie un peu. Le troisième sous-genre, c'est l'horreur cosmique. Bien sûr, on va parler de l'horreur type Lovecraft. C'est la peur de l'incompréhensible. Ici, les personnages découvrent qu'ils ne sont rien face à l'univers. L'horreur ne vient pas d'un monstre, mais du savoir lui-même. Vous avez certains exemples de films comme The Mist ou From Beyond. Désolée encore pour mon anglais, c'est terrible. La quatrième horreur, c'est l'horreur corporelle. C'est la peur du corps, de la transformation, de la contamination. C'est quasi viscéral. Chez l'humain, c'est organique, dérangeant, comme dans La Mouche. Je m'en souviens encore, ça fait des années que je l'ai vu, mais je m'en souviens encore. Le thème, c'est la perte d'identité, la déformation de soi. Et là, il faut éviter de tomber dans le gore gratuit. La peur corporelle doit évoquer la perte de contrôle, pas le dégoût pur. Le cinquième sous-genre, c'est l'horreur ésotérique. Démons, malédictions, fantômes, occultisme. C'est l'angoisse du sacré. La peur d'être témoin de ce qu'on ne devrait pas voir, genre l'exorciste, Poltergeist, Amityville. Les thèmes là, on va être dans la foi, la culpabilité, la possession.
Le cliché, c'est l'esprit vengeur sans raison. Donc, on essaye de donner toujours un sens moral à la symbolique de la malédiction, de ce qui se passe. Le 6e horreur, c'est le slasher. Le tueur, c'est l'horreur la plus physique, la plus rythmée, genre comme Halloween, Scream, Vendredi 13. Donc là, on est dans la survie, dans la punition, la transgression sociale. Et il ne faut pas en faire une simple chasse. Le slasher fonctionne quand les personnages comptent, quand on ne veut pas les voir mourir. C'est important de le comprendre. Le 7e type d'horreur, c'est le survivalisme. L'humain contre la nature, l'espace, c'est l'instinct pur, la fatigue, la peur de l'environnement. Donc là, on est plus dans Alien, The Descent, The Things. L'isolement, on est dans l'isolement, la solidarité, la survie. À éviter, c'est transformer ça en action. Le survival, c'est l'épuisement, pas l'héroïsme. Sinon, on n'est plus dans du horreur. Maintenant qu'on a tout ça, parlons des pièges, parce qu'ils sont nombreux. Surtout, ne pas montrer trop tôt. Si le monstre arrive à la 20e minute du jeu de rôle, on tue la tension, la peur naît du mystère, il faut garder un voile le plus longtemps possible. La 2e erreur, c'est vouloir choquer au lieu d'effrayer. Le gore, la torture, la provocation ne sont pas de l'horreur en soi, ce sont des choses visuelles. L'horreur, c'est quand on va réfléchir et trembler, pas détourner le regard. Il faut aussi apprendre à relâcher la pression. Si tout est intense tout le temps, les joueurs se désensibilisent. Il faut les laisser respirer, rire, souffler. La peur a besoin d'espace pour revenir et c'est pour ça que si vous faites des sessions longues, il faut savoir faire des montagnes russes. Ou alors changer du type d'horreur avec des pauses de vie normales entre. Et dans cette montagne russe, ce qu'il faut absolument ne pas faire, c'est imposer la peur. Si un joueur ne ressent pas la peur, ce n'est pas grave. La peur ne se force pas. En tant que maître du jeu, on va proposer quelque chose, le joueur dispose. Il ne faut jamais chercher à manipuler une émotion de force. Et le dernier conseil que j'aurais, c'est ne pas négliger la fin. Une bonne fin laisse des cicatrices. Il n'y a pas forcément de résolution, pas forcément de mort, parfois juste des séquelles, mais qui laissent un petit frisson. En gros, faire peur, c'est un art d'équilibre. Trop, on perd notre public. Pas assez, on perd la tension. Mais quand on trouve la bonne mesure, alors la peur devient une émotion partagée, presque belle, telle une symphonie aux multiples harmonies. L'horreur n'est pas une explosion, c'est un chuchotement, c'est ce moment si rare où tout le monde autour de la table se tait parce qu'on y croit. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite que vos jets soient bons et que le sort vous soit favorable.